Bonjour, Monsieur Antoine Pachkiwoulou. Monsieur Antoine Pachkiwoulou, le 24 août dernier, nous apprenions avec stupéfaction le décès du professeur Pascal Lissouba, décès survenu à Perpignan en France. Lors des obsèques de Monsieur Pascal Lissouba, ancien président de la République du Congo, plusieurs de ses compatriotes congolais avaient fait le déplacement à Perpignan pour lui rendre un dernier hommage. Parmi eux figuraient, bien évidemment, les Congolais de la diaspora politique de Paris, mais aussi des personnalités éminentes de l'opposition congolaise locale. Pour ne citer que Pascal Tachimabela et Madame Claudine Mounari. En marge de ces obsèques, les Congolais de la diaspora politique de Paris n'avaient pas trouvé mieux que de déclencher une guerre médiatique fratricide à travers les réseaux sociaux. Une frange de la diaspora politique congolaise reprochait à quelques membres de l'opposition, ou de la diaspora, plutôt la diaspora congolaise de Paris, d'avoir approché M. Tchachimabela et Mme Claudine Mounari. Cela même considéré par certains activistes de la diaspora politique congolaise comme étant des traîtres, comme étant ceux-là qui pactisent avec le dictateur Denis Sassou Nguesso. Du coup, les Congolais de la diaspora de Paris n'ont pas pu trouver un terrain d'entente, n'ont pas réussi à s'entendre sur cette question. D'où nous avons assisté, malheureusement, à une triste guéguerre, une guéguerre honteuse qui n'honore pas la diaspora politique congolaise de Paris. Nous avons donc entendu des voix s'élever, mais nous n'avons pas entendu la voix de M. Antoine Pachkiwoulou. Était-il en embuscade ou avait-il fait le choix de ne pas prendre part à cette guéguerre honteuse? M. Antoine Pachkiwoulou, vous avez ici l'opportunité de sortir de votre silence sur cette question et de nous dire exactement ce que cela vous a inspiré. Merci. Bon, c'est l'occasion pour moi de m'exprimer sur la disparition du vieux professeur Pascal Lissouba. On aura remarqué que je n'ai fait aucun post, aucune publication par rapport à cette disparition. Tout simplement parce que depuis très longtemps, à savoir depuis les événements tragiques de 1997, cette guerre qui a mis aux prises le putschiste Denis Sassou Nguesso et les forces loyalistes autour du professeur Pascal Lissouba, président en exercice démocratiquement élu, président légal, légitime. Depuis cette... Je sais que je vais choquer, mais beaucoup vont savoir, beaucoup vont reconnaître qu'Antoine Pachkiwoulou reste constant. Beaucoup ne seront pas surpris. Je n'avais pas été à la veillée d'un Kolela. Je n'ai jamais été à la veillée d'un Milongo. Je n'ai jamais été, je ne sais pas à quels autres obsèques d'un acteur politique congolais. Pour les raisons que j'ai évoquées, parce que ce sont des sorciers, parce que ce sont des salauds, parce que
ce sont des crocodiles, des caïmans, des crabes. C'est dommage qu'avec la tribalisation de la vie politique congolaise qui a correspondu à l'ouverture de notre pays au multipartisme, que des jeunes comme moi, quand je l'ai été, comme je l'ai été en 91, 92, c'est dommage que des jeunes aient pris des cartes dans ces partis politiques. Et donc on a fait le jeu de l'ethno-régionalisme politique et qui a donné les conséquences que moi j'avais déjà subodorées, c'est-à-dire les guerres civiles. Parce que lorsqu'on fait la politique au nom de sa région, au nom de son ethnie, ça devient une concurrence effroyable avec les autres régions, avec les autres ethnies. Et donc, pendant le magistère du professeur Pascal Lissouba, je n'étais pas un centriste, j'étais dans l'opposition, mais une opposition avec Kim Pwanza, une opposition qui dénonçait les dérives du régime Lissouba. Et ce que je reproche au Lissouba, au professeur Lissouba, c'est que on n'attend pas d'un chef d'État, et lui il en fut un, contrairement, plutôt je dirais, on n'attend pas d'un président de la République, parce que le professeur Lissouba en fut un, et son successeur, ce voleur, n'en est pas un. Ce qu'on attendait du professeur Pascal Lissouba, ce n'est pas forcément qu'il développe le Congo. Quand un président est élu, il n'y a pas une obligation de résultat. Il fait ce qu'il peut faire et à la fin de son mandat, le peuple lui redonne confiance en le réalisant ou non. Mais il a une obligation sacrée, c'est celle de garantir la sécurité des biens et des personnes. C'est celle de garantir la paix. Et j'ai été malheureux. J'ai souffert dans mes tripes de voir comment le professeur Lissouba était incapable, à cause des petits jeux politiciens, à cause de la méconnaissance qui m'a étonné des acteurs politiques congolais, comment le professeur Pascal Lissouba n'a pas pu garantir la paix, n'a pas pu garantir la sécurité des biens et des personnes. Alors, pour moi, la grandeur d'un chef d'État, la grandeur d'un président de la République, ce n'est pas d'avoir été le premier homme politique à avoir été élu au suffrage universel, direct, démocratique. Non. Ce n'est pas ça qui fait de vous un grand homme. Parce que le peuple vous a donné une occasion à ce moment-là. Vous a donné une occasion. Vous êtes rétributeur du peuple. C'est le peuple qui a permis à Pascal Lissouba d'être ce dont se vantent tous les lissoubistes. Non. Et donc, que les gens soient partis au rendez-vous de Perpignan, c'est normal. Que les gens soient lissoubistes, je les comprends. C'est leur éthique, c'est leur, comment dirais-je, marque politique. Mais pas moi. Je suis de Kim Pwanza, je cultive le Kimuntu. C'est une philosophie qui veut que l'on soit perfectionniste autant que l'on peut.
et que le minimum que l'on peut donner à son prochain, le minimum que l'on peut donner à son peuple, qu'on le fasse. Et le professeur Pascal Lissouba n'a pas donné ce minimum-là. Il nous a plongé dans 2 guerres. On pourra donner les raisons que les uns et les autres évoquent. Diable, Pascal Lissouba a été Premier ministre, un jeune Premier ministre. Il avait la trentaine, à une période où les gens étaient frais, émoulus, sortant de l'université, venant de France. Donc, ayant une culture politique, il a été Premier ministre. Et même s'il était après parti en exil, mais il connaissait ce que c'était que le Congo. Il connaissait Sassou Nguesso. Il connaissait les gens qui entouraient Sassou Nguesso. Et donc lorsqu'il accède au pouvoir, mais il est le mieux placé pour savoir comment empêcher des énergumènes comme Denis Sassou Nguesso de foutre, permettez-moi l'expression, la merde dans le pays. Mais attendez, le peuple n'a pas donné la majorité au professeur Pascal Lissouba pour qu'un jour un ministre d'État déroule le tapis rouge à Maya-Maya au retour d'un ancien président devenu simple citoyen qui revient de France. Voilà des choses auxquelles nous avons assisté. Mais lorsque ce revenant, ce Parisien, qui était Sassou à ce moment-là, va faire ses meetings ou sa campagne, sa pré-campagne électorale à Oando, dans la partie nord du pays, et qu'il y a des coups de feu, qu'il y a mort d'hommes. Diable, pourquoi on attend que cette canaille revienne à Brazzaville pour envoyer une escouade de militaires, de policiers interpeller quelqu'un qui serait dans sa résidence? Comment diable le service de sécurité du professeur Pascal Lissouba n'a pas pu savoir qu'il y avait des armes dans des conteneurs stationnés dans les rues de Brazzaville? Non, Bernardin, j'ai jamais été aux affaires au Congo, jamais. Je postule, j'ai des ambitions, j'ai même envie de dire, je postule à la magistrature suprême dans mon pays. C'est mon rêve le plus fou, parce que j'ai des convictions, parce que j'ai nourri des convictions politiques depuis très longtemps, depuis que j'écoutais Marien Ngouabi, depuis que j'étais pionnier d'honneur, et je me suis donc intéressé à la politique. Et moi, à la place du professeur Pascal Lissouba, le Congo n'aurait pas connu ce que le Congo a connu pendant son magistère. Parce que j'aurais utilisé tous les moyens, même non démocratiques, pour arrêter toute tentative de violence. Voilà ce que aurait dû faire, ce que doit faire un président de la République. Le professeur Pascal Lissouba a failli et il nous a légué en héritage un Denis Sassou Nguesso qui nous tue. Monsieur Antoine Page, après tout, nous avons en fait tous constaté qu'effectivement cette culture de guerre, elle remonte à bien longtemps, avant même Denis Sassou Nguesso. Vous l'avez situé depuis la période du professeur Pascal Lissouba. Alors, cette culture de haine, de
de xénophobie, cette culture de l'ethnicisme, de régionalisme, tribalisme exacerbé, qui est mis en place et alors devenu quasiment en béton par Denis Sassou Nguesso. Ne craignez-vous pas qu'après Denis Sassou Nguesso, que nous rentrions dans une ère de guerre larvée, interminable. Alors, si oui, quelles sont les pistes que vous proposez pour ne pas en arriver là? Les pistes, c'est avant tout éradiquer le mal depuis la racine. La piste principale, le premier acte que posera la transition politique à venir, pour laquelle nous nous battons et que j'appelle une transition révolutionnaire, et pour cause, le premier acte, ce sera de mettre fin à tous ces partis politiques ethno-régionalistes. Il n'y aura plus du PADS, il n'y aura plus de Yuki, il n'y aura plus de MCDDI, il n'y aura plus de UPRN, il n'y aura plus de je ne sais pas quoi, du PCT. Nous allons faire table rase. Et ma conviction, c'est discutable, chacun son opinion. Ma conviction à moi, il faudra une transition politique avant, après de l'après Sassou, avant d'aller à une élection présidentielle démocratique, mais il faudra aussi une transition globale, dans la mesure où je préconise que le nombre de partis politiques au Congo soit fixé selon les courants idéologiques qui existent en politique. Vous avez la social-démocratie, un seul parti pour la social-démocratie, pour les 4 millions d'habitants du Congo, cela suffit. Vous avez des libéraux, conservateurs, tout ce que vous voudrez, mais en tout cas, ceux qui tiennent au libéralisme, un seul parti politique rassemblant les libéraux congolais suffira. Vous avez ceux qui penchent plutôt pour les idées sociales, le socialisme par la sauce pécétiste d'antan, mais je veux dire à la sauce comme en Occident ou comme en Amérique latine. Ceux qui sont donc pour le socialisme, pour le social, pourront aussi se retrouver dans un parti politique. Et enfin, vous avez ceux qui se battent pour l'écologie. Encore que l'écologie peut être portée constitutionnellement, cela ne dépend que de nous, par ces différents partis politiques. Et donc, nous aurons un nombre réduit de partis politiques. Et il faudra, où se retrouveront donc ceux des Congolais qui pensent libéralisme, qui pensent socialisme, qui pensent écologie ou social-démocratie. Et on rajoutera des mécanismes qui feront qu'un candidat, pour être élu, doit avoir un certain pourcentage de voix dans les différentes régions de notre pays. Il faut que les intellectuels, il faut que les Congolais commencent déjà à réfléchir sur ces mécanismes que j'évoque.
Mais nous n'allons pas faire comme aujourd'hui, comme avant, donner la liberté à tout Congolais de créer son parti politique, de concourir, parce que cela signifie aller ameuter dans les villages, aller ameuter dans son ethnie pour rassembler et devenir un leader. Non, cela ouvre toujours la voie à la concurrence effroyable des ethnies et des régions. Voilà ce qui doit, à mon avis, empêcher que la tragédie congolaise que nous connaissons aujourd'hui ne puisse pas recommencer. Et j'ai évoqué une transition politique globale. On pourra donc faire ce décès-là le temps d'une génération. C'est-à-dire, le Congo va fonctionner pendant 20 ans avec un système à 3 parties. Ça permettra l'éducation politique de tous les citoyens, de tous les Congolais, et plus tard, s'il faut ouvrir encore plus le jeu politique, on ouvrira. Mais il faut que nous fassions au préalable cet apprentissage du jeu démocratique, cet apprentissage de la démocratie par la réduction du nombre de partis politiques. Monsieur Antoine Page, vous parlez de la réduction du nombre de partis politiques, mais vous avez aussi évoqué la suppression des partis comme Yuki, comme l'UPADS. Vous ne craignez pas que l'on vous reproche, vous ne craignez pas qu'on vous dise, écoutez, cette nouvelle génération qui prétend remplacer l'ancienne génération, finalement vient aussi avec des idées, avec des sacoches de dictateurs. Mais pas du tout pour la simple raison que si aujourd'hui c'est un homme politique qui l'expose, je le dis en tant que Antoine Page Kiwulu, demain, ce que je dis, si c'est repris, si c'est entendu par les participants du conclave que nous tiendrons à la chute du régime de M. Denis Sassou Nguesso, si cette proposition est entendue, mais c'est le peuple, de par ses délégués à ce conclave, qui imposera sa décision, qui imposera sa loi. Donc ce n'est pas moi, ce n'est pas un proche à moi, mais c'est au nom du peuple, c'est les délégués au nom du peuple. Je tiens à vous dire qu'à la chute de ce régime auquel concourent ces partis politiques ONI que j'ai cités, le MCDDI, l'UDH, Yuki, l'UPADS, le PCT et d'autres encore, avec ces acteurs politiques, ONI, c'est moi qui le dis, mais je sais que le peuple aussi, beaucoup dans le peuple partagent mon opinion. Ces acteurs et ces partis politiques ONI seront poursuivis. Les partis politiques sont des personnalités, sont plutôt des personnes morales, justiciables. Ce sont des personnes morales qu'on peut entraîner devant les tribunaux. Le Congo, depuis la conférence nationale souveraine de 1991, qui a pardonné avec le lavement des mains, le Congo a connu des tragédies. Mais ces tragédies-là n'ont pas été une espèce de calamité naturelle comme on le voit dans la Bible. Ces tragédies ont été provoquées, orchestrées, alimentées par des hommes. Et ces hommes, ce sont des acteurs politiques. Et ces acteurs politiques étaient et sont dans des partis politiques. Donc, nous poursuivrons quiconque
a eu à poser un acte répréhensible. Nous poursuivrons tout parti politique qui a eu à poser un acte répréhensible. Et bien à ce moment-là, je vous assure, le PCT ne passera pas entre les mailles du filet, l'UPADS ne passera pas entre les mailles du filet, le MCDDI ne passera pas entre les mailles du filet, l'UDH-UKI ne passera pas entre les mailles du filet, voilà, et tous les autres partis, tous sont comptables de la mort des Congolais et nous savons que c'est des milliers, si nous n'avons pas encore atteint 1 million de victimes innocentes depuis la conférence nationale souveraine de 1991. Monsieur Antoine Page, dans votre propos, je crois lire votre appel au renouvellement de la classe politique congolaise sur tous les plans et comment dirais-je, à la réorganisation finalement de la vie politique, l'assainissement de la vie politique au Congo-Brazzaville. Alors, nous allons changer de chapitre, car il y a un courant politique, un courant associatif politique, un courant militant au niveau de la diaspora qui avait lancé un projet qui se trouve être la primaire de la diaspora. Donc, ce courant avait pensé que pour faire participer la diaspora congolaise à la vie politique congolaise, au débat politique au Congo-Brazzaville, eh bien, il avait fallu créer donc cette plateforme pour permettre à la diaspora de faire un choix sur un candidat qui les représenterait, par exemple, lors de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Cette plateforme a été mise en place. Les outils existent, ils ont un site internet, ils ont organisé pas mal de réunions pour sensibiliser, ils continuent encore à le faire, ils ont un calendrier aussi. Il se trouve que vous êtes le premier à vous être prononcé comme candidat à la primaire de la diaspora congolaise. Au jour d'aujourd'hui, personnellement, je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas, mais je n'ai pas eu de communication sur la suite de l'événement que vous avez, que le comité d'organisation de la primaire de la diaspora avait organisé le 15 août dernier. Ce que je sais, c'est que vous êtes le premier candidat à être déclaré. Y a-t-il eu d'autres candidats ensuite qui se sont déclarés? Est-ce que vous en savez quelque chose? Et si oui, dites aux Congolais qui vous écoutent, qui nous suivent, quel est le calendrier, à quel moment sera connu les résultats voilà, de cette primaire de la diaspora. Ou encore, une autre question, y aura-t-il un débat pour justement permettre aux Congolais de faire leur choix, de porter leur choix sur tel ou tel autre candidat? Merci, cher ami. Vous savez, il y a beaucoup de faux semblants sur la place de Paris, d'hypocrisie dans la diaspora, de masques qui, comme tout masque, finit par tomber. Les gens se gargarisent en prenant la parole ici et là, en manifestant, en menant des actions sur le terrain, dans, soi-disant, le but de vaincre la dictature qui prévaut au Congo-Brazzaville. D'accord. Mais lorsque, comme je l'ai déjà dit, on se trouve pendant longtemps sur une route, marchant, épuisé, sans arriver
au but sans arriver à destination. Forcément, on se pose la question de savoir si la route qu'on a empruntée est la bonne. Alors, Monsieur Page Antoine Kiwoulou, je vous ai interrompu un instant. Nous allons donc poursuivre notre interview parce que voilà, donc vous pouvez donc nous donner quelques informations sur l'évolution, sur voilà là où vous en êtes avec la primaire de la diaspora, ou du moins là où vous en êtes vous-même personnellement dans votre campagne, justement, parce que quand on est candidat à la primaire, il faut quand même battre campagne, il faut sensibiliser, il faut se faire connaître. Alors, quelles sont les suites? Eh bien, les suites, c'est que la chose patine quelque peu. La chose patine tout simplement parce que, comme je le disais tantôt, ces camarades de la diaspora qui sont dans certains, je dirais même beaucoup, sont de la même espèce que ceux qui sont à Brazzaville. Ces camarades n'ont pas compris. N'ont pas compris le sens même de la nécessité de participer à la prochaine élection présidentielle au Congo. N'ont pas compris que faire la politique de la chaise vide, c'est ouvrir un boulevard, c'est laisser un boulevard à M. Denis Sassou Nguesso. Un homme vit d'expérience, et on dit que l'expérience est le bâton des aveugles. En 2009, j'ai été avec les autres à Paris à appeler au boycott de l'élection présidentielle. Mathias Nzon nous avait dit ici, il n'y aura pas d'élection si les conditions transparentes ne sont pas réunies. Et donc, comme les conditions n'étaient pas transparentes, nous avons tous appelé au boycott. Est-ce que cela a empêché M. Denis Sassou Nguesso de dormir tranquillement? Non. De se faire réélire, entre guillemets, de mettre les Mathias, d'attenter à la liberté de circulation de Mathias Nzon et compagnie en 2009? Non. Non. Nous avons juste, à ce moment-là, montré aux yeux de la communauté internationale que le peuple congolais n'était pas derrière M. Denis Sassou Nguesso, que le peuple congolais refusait la mascarade électorale. Mais il n'y a eu aucun risque que M. Sassou Nguesso ne rempile pas à la tête des destinées de notre pays, de nos vies. Ce n'est même plus les destinées du pays, mais c'est les destinées de nos vies. Mon cher Bernardin, depuis 2009, beaucoup sont morts, beaucoup tombent. Donc ce n'est pas juste le pays que M. Denis Sassou Nguesso contrôle, dirige, mais c'est nos vies avant tout, nos vies, parce que l'humain d'abord. Alors lorsque, en 2016, j'aime cette expression, Jean-Marie Michel Mokoko entre avec effraction, fait irruption avec fracas dans le champ politique congolais en posant sa candidature à l'élection présidentielle. Je le dis avec un sourire, les choses ont bougé. Comment je vais l'appeler, le roi télé d'Oyo a perdu son sommeil. Chaque jour de la campagne, il se posait des questions de quoi demain sera fait. Chaque jour,
sa matière grise, ses conseillers travaillaient pour voir comment ils allaient faire le hold-up électoral. Donc ils ont dû utiliser des moyens qui n'avaient pas été utilisés en 2009 pour garder le pouvoir. Le Congo a bougé. Il y avait le tohu-bohu au Congo lors de l'élection de 2016. Et cela a provoqué la crise post-électorale consécutive au hold-up électoral. Nous avons eu des prisonniers politiques. Nous avons eu des gens qui sont morts. Nous avons le général Jean-Marie Michel Mokoko, le téméraire, en prison. Et arrive à l'horizon une autre élection présidentielle. Et on me dit, Antoine Page, il faut qu'on boycotte cette élection. Il faut qu'on le laisse aller seul. Parce qu'aller à cette élection, c'est l'accompagner. Je suis désolé, mon fils qui a 14 ans, il fait les manifs depuis qu'il a commencé à marcher. Aujourd'hui encore, il était présent. C'est mon premier interlocuteur, c'est la première personne avec qui je discute. Et lorsqu'on discute de cette question, mon fils de 14 ans, qui n'est qu'en 3e, dit, mais qu'est-ce que c'est que cette diaspora? Non, ne nous voilons pas la face. Ne nous voilons pas la face. Ce n'est pas aller à l'élection présidentielle prochaine qui sera faire le jeu de Denis Sassou Nguesso. Ce sont les appels au boycott qui font le jeu de Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il a tout à gagner, que la diaspora reste tranquille, que ses opposants politiques au Congo restent tranquilles, et qu'il aille à l'élection avec son opposition choisie. Est-ce qu'il faut avoir un master, un doctorat en sciences politiques pour comprendre cela? Qu'il nous faut rééditer, si possible, ce que le général a fait? Qu'il nous faut, à l'occasion de l'élection présidentielle, susciter l'enthousiasme populaire, susciter l'enthousiasme de la population, pour que le monde sache qu'une fois de plus, comme en 2016, le peuple n'est pas avec Sassou. Et qu'il faille, cette fois-ci, à cette prochaine élection présidentielle, aller plus loin que ce que le général J3M a pu faire en 2016. Et lorsque je dis aller plus loin, les gens voudraient que je mette les points sur les i. Ben, repartez à l'école dans ce cas. J'ai refusé d'être enseignant. J'ai fait des études d'histoire, mais j'ai refusé d'être enseignant parce que je ne me voyais pas. Je n'avais pas cette patience. Je n'ai pas cette patience d'expliquer aux gens que Mimi, même s'il n'y a pas le point sur les deux bâtons, eh bien ça reste Mimi, on le lit Mimi. Mais si la diaspora, si ces camarades-là attendent qu'on soit patient, qu'on fasse de la pédagogie, qu'on explique, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai entendu lors de la manif, une personne a susurré « Oh, Nguirisé, Nguirisé, Nguirisé ». C'est comme ça, on chante, mais de toute façon, sur ma personne, beaucoup toujours, il y a toujours des campagnes qui ont été menées de temps en temps. Mais moi, je les mets au défi, moi. Qu'ils fassent plus que moi
dans la constance, dans la durée, dans ce combat. Et à ce moment-là, on pourra décerner les diplômes d'intégrité morale, de guérisable ou de non guérisable. Non. Non. La primaire patine parce que la diaspora n'a pas compris que si l'expression est bâillonnée au Congo, si les gens ne peuvent pas s'exprimer, l'élection présidentielle est une occasion pour les leaders d'opinion d'aller à la rencontre du peuple, d'aller à la rencontre des citoyens pour leur livrer les messages. Les gens ne comprennent pas que l'élection présidentielle, c'est une occasion de faire monter la mayonnaise. Et qui sait, ouvrir les portes, la porte des possibles. J'appelle ça ouvrir la porte des possibles. Parce que les possibles, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On peut provoquer une crise post-électorale. Moi, si je vais à cette élection, si je suis candidat à la primaire, ce n'est pas pour que... ce n'est pas avec la condition que le jeu électoral soit transparent, que toutes les conditions soient réunies. Non. Non, nazoseka. Naseka kata unayoka kango. Quand un résistant, quand quelqu'un qui se bat contre la dictature te parle des conditions préalables pour aller affronter un tyran, je dis, il n'est pas véritablement résistant, il ne se bat pas véritablement contre la dictature, ou alors c'est un ignare, c'est un ignorant, il ne sait pas, il n'a pas la culture politique, il ne connaît pas les expériences des autres pays, des autres combattants contre la dictature. Parce que une élection présidentielle, c'est une possibilité d'ouvrir la porte des possibles. Beaucoup de choses peuvent se passer au cours d'une élection. Et les gardes de la diaspora sont là à qualifier, à accuser et à dire il n'y aura pas d'élection comme s'ils en avaient les moyens. Mais beaucoup ça kabanani. Bolingo beaucoup ça banani. Depuis 1997 qu'on est là, quelle est l'élection que vous avez empêchée? Beaucoup ça kabanani. Beaucoup ça la nini. Hein? Parce que là je suis fâché. Hein? Je n'ai pas l'habitude, mais je suis fâché. Et je peux dire très sincèrement, j'ai même envie de couper avec cette diaspora. Je suis fatigué. Parce que l'imbécilité en politique, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Pire que les accusations de Nguirizable, c'est l'imbécilité dans le combat qui me nerve, qui me met hors de moi. Alors, monsieur Antoine Page, à vous entendre parler de la diaspora, puisque vous dites que nos amis de la diaspora n'ont pas compris la nécessité de la primaire et la nécessité d'aller aux élections. Mais il semblerait que finalement cette diaspora a pris corps avec le propos, sinon la vision de l'opposition locale. Parce que lorsque j'ai écouté Madame Mounari ici, elle aussi posait donc cette question des préalables. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas capable de répondre s'il faut aller aux élections présidentielles ou pas. Mais par contre, elle parle de les conditions ne sont pas réunies. Tant que les conditions ne sont pas réunies, il est hors de question d'y aller. C'est un peu le même discours qui revient. Alors, s'agissant de la primaire de la diaspora, vous parlez de patiner. Non, vous parlez... avant d'aller là-bas, non, c'est très important, Bernardin. Lorsque Madame Mounari, qui dirige la coalition qui semble être
la plus... qui serait la plus crédible dans son opposition au régime en place. Lorsque Madame Mounari déclare que à quoi bon d'aller à l'élection présidentielle si c'est pour revivre la même chose qu'en 2016. Vous ne trouvez pas que c'est grave, c'est paradoxal venant d'une femme politique, d'une leader politique qui dit donc qu'aller à l'élection présidentielle prochaine, c'est courir le risque de se faire voler la victoire. Donc ce qui sous-entend que nous allons gagner de nouveau, mais qu'on va nous voler la victoire. Mais elle ne veut pas de ça. Cela sous-entend aussi qu'aller à la prochaine élection présidentielle, c'est courir le risque de se retrouver derrière les barreaux, comme le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais est-ce que vous entendez quand même raison quand elle dit ça? Parce qu'elle le dit sur la base d'une expérience. Ils sont partis aux élections présidentielles, il se trouve que ses camarades sont aujourd'hui derrière les barreaux. Et alors? Et donc, en tant que responsable politique, elle pense qu'il faut éviter ce genre d'escarmouche, et donc elle est en quelque sorte prudente. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais c'est quoi? Voilà, donc vous, en tant que politique, dites-moi, comment est-ce que vous analysez l'attitude de cette responsable, de cette leader politique? C'est les masques tombent. C'est ce que j'ai dit tantôt, je connais ce marigot là. Madame Mounari, ce n'est pas que je l'ai, comment dirais-je, Madame Mounari, ce n'est pas que je l'ai, comment dirais-je, que je l'affiche, hein, que je l'exècre. Non, comme elle est la présidente. Mais je vous dis, Madame Mounari et ses acolytes nous ont fait perdre la bataille de 2015. Si la révolution populaire a échoué en 2015, entre autres, c'est de la responsabilité de Madame Mounari. Vous voulez que je rappelle ces phrases? Madame Mounari, du haut de ses escarpins, sur l'estrade, s'adressant à la population, aux milliers de Congolais amassés qui attendent un mot d'ordre d'aller sus sur le palais du peuple, sur les bâtiments qui représentent les institutions pour faire tomber ce régime. Madame Mounari, c'est celle qui déclare son amour à Sassou Nguesso en disant « Tu sais bien que je t'aime bien, que je te porte beaucoup, mais je voudrais que tu sortes par la grande porte. » Vous croyez que c'est le discours qu'on tient lorsqu'on veut défendre les vies, lorsqu'on a le ras-le-bol, lorsqu'on veut être l'expression du peuple qui est martyrisé, qui est torturé au jour le jour, hein? Qui est tué au jour le jour? C'est ce discours-là qu'on vient tenir. Tu viens faire ta déclaration d'amour? Maintenant, je suis désolé. Je suis désolé. Hein? Je ne vais pas descendre plus bas que la ceinture. Hein? Je vois que ça vous met hors d'état. En fait, cette expérience-là, ah oui. En effet, ça vient... Nous serons aujourd'hui en train de respirer l'air libre de notre pays et de circuler librement. Le pays aurait fait un pas en avant sur le plan économique. Nous aurons progressé déjà sur beaucoup de plans par rapport à tous ces projets que les uns et les autres portent pour l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Mais il y a des gens masqués, il y a des tortues, c'est même pas des tortues, non, c'est des gens masqués qui prétendent défendre le peuple et qui occupent le terrain politique. Le discours de Madame Mounari, comme le discours de parfait Brice Kolela, comme celui de Tsati Mabiala, qui disent que si nous ne pouvons avoir les conditions nécessaires à une élection libre et transparente, équitable, il vaudrait mieux
de surseoir à l'échéance constitutionnelle de l'année prochaine, de 2021, mettre entre parenthèses l'élection présidentielle, organiser un dialogue pour que le pays se retrouve, aviser les réformes indispensables pour en finir avec la voie d'impasse politique, financière et économique dans laquelle se trouvent les Congolais et le Congo. Voilà ce qu'il propose. C'est grave. C'est gravissime. C'est une trahison, c'est une honte que des opposants à une dictature, que des opposants à un pouvoir qui leur a volé la victoire précédemment demandent à ce que l'on sursoit aux dispositions constitutionnelles et que, in fine, qu'on fasse un gouvernement d'union nationale. Parce qu'un dialogue aboutit toujours à un gouvernement d'union nationale. Et ces gens-là, Madame Mouna, Monsieur Brice Parfait Kolela, Monsieur, qui d'autre encore déjà, Satima Biala, et tous les gens qui leur ressemblent, ils ne veulent pas en découdre, tenter qu'ils veuillent, qu'ils aient jamais voulu en découdre avec Monsieur Denis Sassou Nguesso, hein, ils veulent tout simplement être en paix, manger tranquillement leur camembert, utiliser les enveloppes que le pouvoir en place leur distribue, parce que ça je le dis, les fiens dans les rues de Paris, nguirisés ou pas, la classe politique congolaise est nguirisée. Ils reçoivent de l'argent de Sassou. Je le dis pourquoi? Tout simplement un jour, du vivant de M. Kolela, patron du MCDDI, une discussion m'a engagé avec le patron du MCDDI France et d'autres personnes. J'ai lancé une boutade. J'ai dit, mais vous savez, Sassou Nguesso alimente financièrement les exilés politiques. Il leur envoie de l'argent. Tous ceux qui ont perdu la guerre de 97 et qui sont à l'étranger, ils reçoivent des finances de Sassou. Pourtant, c'est lui qui leur a ravi le pouvoir, qui les a chassés, mais il les nourrit, il les fait vivre. Je m'attendais à ce que mon interlocuteur principal me contredise. Il m'a au contraire dit, Antoine Page, tu as raison. C'est vrai. Alors, si au sortir de la guerre de 1997, Sassou Nguesso arrosait ses opposants, y compris le professeur Pascal Issou, il recevait sa dotation financière régulièrement. Que penser de la classe politique actuelle qui est opposée à Sassou? Non. Le jour, ils se disent adversaires politiques, mais la nuit, je l'ai toujours dit et je le répète encore, la nuit, au sein de leur cercle, au sein des passerelles qu'ils ont mis en place, les enveloppes circulent. Et donc, ce ne sera jamais un Satima Biala, une Mounari, un parfait Brice Kolela qui libérera le Congo de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Jamais. C'est pas eux. Eux, ils sont là, tranquilles, opposants de façade pour permettre le statu quo. Et il y en a qui attendent que Sassou meure de sa mort naturelle. À ce moment-là, on rabat les cartes. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui disent je mobilise, je garde au chaud mes troupes. Et le jour où le vieux
l'ancien, celui qui m'a fait, hein, Moto Oyo Asala Kungana Zala. Lorsqu'il ne sera plus de ce monde, à ce moment-là, le deal que j'ai avec lui, la reconnaissance que j'ai avec lui ne sera plus de mise et je pourrai me confronter avec quiconque de son clan, que ce soit son fils ou un oncle ou un neveu, je pourrais m'affronter politiquement à lui parce que le mentor n'est plus. Ils sont nombreux. Et je le répète souvent, je dis, certains ministres, c'est même pas certains ministres, tous ceux des ministres qui ont rejoint l'opposition au forum de Diata, tous ceux de la majorité présidentielle à l'époque qui n'ont pas voulu le changement de la Constitution, ils l'ont fait chacun pour ses propres raisons. Chacun voulait, il y en a qui voulaient être, comment on dit ça, qu'il devienne calife à la place du calife, c'est-à-dire que Sassou Nguesso ne se représentant plus, en ne changeant plus la constitution, il ne se représente plus, le parti politique PCT est affilié, allait donc l'adouber et le porter comme candidat au pouvoir. Et celui à qui je pense l'a dit publiquement à un procès. Je suis du système, je connais comment fonctionne le système. Mais cet homme-là, il n'a pas dit non au changement de la Constitution pour l'amour du peuple congolais, pour l'amour de la démocratie. C'est pour des calculs personnels. Et il en est de même pour celui qui a le Nkralou. Lui aussi, c'est parti d'un deal. Souvenez-vous, le père Kolela avait appelé à voter pour Sassou en 2009. Parce que, je ne sais plus si c'est en 2009 ou plus tard, mais en tout cas, il y avait un deal entre le MCDDI et le PCT. Bien sûr. Voilà. Et donc, quand vous prenez tout ça, quand vous prenez ici un enfant adoptif de Sassou, parce que le papa, en mourant, a dit hein, « tu t'occupes de mes enfants », et là, bref. Alors, monsieur, la diaspora doit se reprendre et faire de sorte que la primaire de la diaspora soit une occasion d'élire un candidat et une équipe qui va aller batailler sur le terrain à Brazzaville. Et en allant porter la bataille sur le terrain à Brazzaville, si nous devons nous retrouver en prison, on ira en prison. Si nous devons devenir des martyrs parce qu'on nous aura tués, eh bien, on supportera cela. Mais moi je dis, quiconque n'est pas capable d'accepter d'aller en prison au nom du peuple, quiconque fuit la mort au nom du peuple, il n'a pas sa place dans ce combat. C'est un trompeur. Il faut qu'on arrête ce petit jeu-là. Et je rajouterai encore, pour répondre enfin à votre question, je suis désolé, mais il fallait que je dise, que je parle de tout ce que j'ai évoqué précédemment. Une autre raison fait que l'on accuse la primaire de la diaspora de toutes sortes, qu'on ne veuille pas y aller, c'est parce que ça voudra dire la confrontation avec un ou plusieurs personnes. C'est cela ce que ça veut dire. C'est le sens de la primaire. Hein, de la primaire. Voilà, exactement. Je suis voilà. candidat face à un Kiwoulou, face à un je ne sais pas qui. Ça veut dire qu'il y aura débat. Exactement. Voilà, pour qu'on en choisisse un. Moi, j'ai été déjà candidat de façon démocratique, même si
je pourrais dénoncer certains failles dans l'organisation. Donc, il faut que nous ayons le courage de nous affronter, même si nous sommes dans la résistance. Mais puisqu'il faut organiser cette résistance, puisqu'il faut organiser cette diaspora, puisqu'il faut un leadership, c'est pas ce que raconte mon cher Bernardin, mes chers téléspectateurs, c'est pas ce que racontent les gens qu'il faut qu'il y ait beaucoup de leaders, qu'il y ait beaucoup d'écuries, beaucoup d'associations, tout ça là, pour qu'on ne guérisse pas tout le monde. C'est du faux. C'est l'ego qui alimente les individus, les gens. C'est l'ego. Si je suis président d'une structure X et que je suis candidat à la primaire face à X et Y, il faut que j'ai de l'argument, il faut que je mène campagne, il faut que je batte l'autre dans la confrontation politique, intellectuelle. Et ça, beaucoup ne veulent pas se retrouver nus. Beaucoup veulent continuer à compter sur le nombre de vues quand ils font des publications Facebook, sur le nombre de gens qui regardent leur direct. Beaucoup se prévalent, se prélassent sur ce matelas-là, en se disant « je suis populaire parce que je fais des milliers de vues ». Mais aller confronter mes idées face à un individu pour que le peuple, les camarades fassent un choix, je ne dois pas le faire, sinon je perds des plumes, sinon mon matelas se ramollit. Voilà la raison fondamentale qui fait que les gens dédaignent la primaire de la diaspora. Et moi je dis, chiche, j'ai aimé la candidature d'Andrea Ngombe, jeune, avec des ambitions, avec du courage, comme j'ai pu l'être à son âge. Mais je suppose que vous citez là un nom justement qui me fait dire que, en effet, à un moment donné, j'ai entendu parler de sa candidature à la présidentielle, mais il semble que lui ne partage pas l'idée de la primaire de la diaspora. C'est un peu dommage, non? C'est dommage, mais ce n'est pas regrettable. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je comprends sa position. Il a annoncé sa candidature longtemps avant que l'initiative de la primaire soit prise. Le camp d'Andrea Ngombe rappelle même que les tenants de la primaire actuelle ont même eu à condamner sa candidature à l'élection présidentielle. Et donc, rétrograder et venir faire la compétition de la primaire alors qu'on a déjà mis en place son organisation, c'est reculer. Donc, moi, je comprends parfaitement Andrea Ngombe. Ce que moi, je demanderais plutôt, c'est que celui qui sortirait vainqueur de la primaire, puisqu'il aura une équipe, il ne sera pas seul à aller à Brazzaville, qu'il y ait une passerelle avec Andrea Ngombe ou tout autre candidat issu de la diaspora qui va compétir je ne sais même pas si le verbe existe, qui va faire la compétition électorale voilà, à Brazzaville, en son nom personnel, de façon individuelle, que tous ces gens-là qui seront des candidats issus de la diaspora, portés par le peuple de la diaspora ou portés juste par son organisation, que ces gens-là se retrouvent et aient une sorte de
de modus vivendi entre eux pour aller à Brazzaville en tant qu'alliés électoraux. Voilà, donc je sais que si la primaire de la diaspora se tient et que j'étais par bonheur choisi par les électeurs comme devant porter leurs idées, leurs candidatures, je prendrai langue avec Andrea et avec d'autres pour que nous allions ensemble à Brazzaville, la main dans la main, dans une certaine complicité de stratégie ou de discours. Alors, Monsieur Antoine Page, je vais vous terminer justement votre propos sur un temps modéré, mais il y a quelques instants, vous êtes monté en flèche et vous avez passé au scanner. Au scanner, c'est le cas de le dire, vous avez passé au scanner l'opposition politique locale et la diaspora aussi. Alors, vous ne doutez pas que dans les jours qui suivent, que vous suscitiez, que vos propos suscitent des vives réactions au niveau de la diaspora et même de l'opposition locale. C'est le but du jeu, hein, c'est la démocratie. Donc voilà, vous avez dit ce que vous pensez, vous avez donné votre regard sur la vie politique de notre pays, le Congo-Brazzaville. Donc les Congolais vous ont écouté, les Congolais vous ont entendu. Maintenant, le temps presse. Je vais vous demander de vous adresser au peuple congolais. Car ce peuple qui est meurtri, pour lui apporter un soutien moral et même psychologique, car ils en ont besoin. À mes chères sœurs, à mes chers frères, à mes papas, à mes mamans, à mes neveux, à mes nièces, à tous, à toutes, vous qui souffrez au quotidien au Congo, n'oubliez pas que nous aussi, ici, à l'étranger, dans la diaspora, nous souffrons. Ne croyez pas que vos peines ne sont pas les nôtres, mais c'est plutôt nos peines à nous qui ne sont pas les vôtres. Nous souffrons deux fois. Nous souffrons par la compassion de vos souffrances. Quand vous pleurez, nous pleurons ensemble avec vous. Mais lorsque nous ici, nous pleurons, vous êtes occupés par vos propres souffrances. Donc nous souffrons deux fois. Et vous le savez que si vous n'avez pas encore touché le fond des fonds, c'est parce que la diaspora vous envoie des fonds. C'est parce que la diaspora vous porte sur ses épaules. Nous avons une double charge. La charge est ici et votre charge. Quand j'en parle, je parle de ma propre expérience. La charge que j'ai pour ma famille, la charge que j'ai pour mes amis, je ne leur donne pas beaucoup. Mais si c'est 1000 francs, mais ce 1000 francs-là, multiplié par le nombre des gens qui le reçoivent, ce 1000 francs multiplié par le nombre de transferts, au jour le jour, tout le temps, cela fait beaucoup. Donc, priez. Continuez à prier pour chacun des membres de la diaspora, qu'il soit de votre famille ou pas. Priez pour que cette diaspora militante qui est dans le vrai soit encore plus dans le vrai.
Ce n'est qu'ainsi que ces souffrances finiront. Nous serons déchargés. Nous pourrons enfin construire nos vies. Parce que parmi nous, dans la diaspora, beaucoup ont sacrifié leur vie à cause de ces charges, à cause de cet amour pour les Congolais. Enfin, mes chères sœurs, mes chers frères, quand vous vous regarderez ce soir dans le miroir, est-ce que vous n'auriez pas honte? Est-ce que vous n'auriez pas honte de vous qu'à l'occasion de la mort de Merveille Bazonzela, une jeune fille, une jeune femme, habitant la campagne, quittant son village de Minga, que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, dont j'ai appris l'existence que récemment, cette jeune femme qui vient vendre son Ndunda en Kaï, trouve la mort parce qu'elle ne portait pas le masque. Cette jeune femme qui est assassinée par la gendarmerie, est-ce que vous n'auriez pas honte en vous regardant devant le miroir de n'avoir rien fait, de n'avoir pas exprimé publiquement votre indignation, de n'avoir que parlé en sourdine entre copines, entre les membres de la famille de cette barbarie? Vous n'avez pas honte? Jusqu'à quand continuerez-vous à vivre couché? Est-ce que vous êtes des Bantous? Est-ce que vous êtes des Bantous? Parce que le Bantou, c'est quelqu'un qui a le Kimuntu. Et le Kimuntu, c'est l'éthique de la responsabilité. C'est porter son devoir, son obligation morale. Chaque fois qu'il y a une situation qui dépasse l'entendement, alors, est-ce que c'est être opposant, c'est être politique que de mettre sa photo sur son profil Facebook pendant 24 heures? C'est politique. Mettre une image quelconque d'une personne qui pleure, d'une personne qui est en deuil, c'est politique. Je suis déçu. Je suis déçu des Congolais. Je suis déçu de vous, Congolaises, qui êtes sur Facebook. La même colère que j'ai montrée tantôt, je l'ai vis-à-vis de vous, vis-à-vis de mes amis Facebook qui m'ont dit, qui ont osé me dire que je ne peux pas mettre la photo de Merveille Bazonzela sur mon profil Facebook parce qu'il y a la police de Ndenge. Oh mon Dieu, quel peuple, quelle femme, quelle descendante de Kimpavita. Mon Dieu, mon Dieu. Muke na charge mingi na beno, muke na charge mingi. Beno ke talave ina ke lutana babwali ya kaka. Ba togolaise ke katula bilele na balabala pendant une manif de femmes togolaises. Babwali mingi bakento ke baka balabala nzila. Basi badwinzela bazo manifester. Bamboka mingi. J'ai grandi dans un pays où on trouvait que les Aïrois n'étaient rien, où les Gabonais n'étaient rien. Le Congolais, Bumbantoulou, le Congolais fier, prétentieux,
Eh bien, depuis que la calamité de la dictature est tombée sur la RDC, sur le Gabon et sur le Congo, Boye Bisanga, et Payuapi Batouba Telemi, et Payuapi Batouba Lakisi, que Baza Bato. C'est pas au Congo. C'est vrai, en 2015, vous vous êtes levé. Mais ce n'est pas parce que les leaders politiques, guérisés, corrompus, qui sont dans notre pays, vous ont déçu, que vous devez baisser les bras, que vous ne pouvez rien faire. Moi, je veux bien que vous ne fassiez rien sur le plan politique. Mais chaque fois que votre droit légitime est bafoué, chaque fois que votre survie est remise en cause, vous devez avoir le courage de ces femmes de Ngoyo, de ces femmes du péage, rançonnées, rackettées par la police, qui sont venues à la mairie de Ngoyo exprimer leur ras-le-bol, exprimer leur colère, exprimer leur indignation. Qu'est-ce que ces femmes-là ont de plus que vous? Dites-moi, vous, mes amis de Facebook, qu'est-ce que ces mamans vendeuses, ces jeunes filles que j'ai vues, qu'on a tous vues dans les vidéos devant la mairie de Ngoyo, interpellant le maire, n'ayant pas peur de la police, venir dénoncer la police, qu'est-ce que ces femmes ont de plus de vous, plus que vous? Elles ont des couilles, on leur a greffé des couilles, et que vous vous attendez aussi qu'on vous greffe des couilles. Je suis déçu. Je suis venu sur Facebook pour avoir une visibilité politique, pour livrer mes messages, des messages tendant à la libération de notre pays, pour que demain nous soyons des citoyens dignes. Mais à mes amis en particulier, si c'est pour les blablabla, si c'est juste pour liker, je suis désolé. Donc je suis déçu, très déçu de vous. J'avais lancé une cybermanif sur Facebook. Il s'agissait en 24 heures de mettre la photo de Merveille sur son profil afin de montrer aux autorités de notre pays que les femmes congolaises sont indignées, que vous pleurez ensemble avec la famille de Merveille ce qui est arrivé à Merveille, ce qui peut arriver à l'une de vous, à l'une de vous. Bon, miko sanate, ata ozalaka leki ya général, ata ozalaka mwana ya kingandi. Tu peux monter dans un avion dont le propriétaire a corrompu les services techniques de la SECNA, et cet avion poubelle vole et s'écrase au Koufi. Au Koufi. Tu vas monter dans un océan du Nord ou dans je ne sais pas quelle puce, puisqu'on ne respecte pas le code de la route, puisque rien n'est fait pour assurer la sécurité des individus, des citoyens, au Koufi. Tu peux passer pour toi à Makelekele, au rond-point Kulunda, à Wenze ou à Tankombo, et un fou de soldats, un fou de militaires, un fou de policiers, un fou de gendarmes lance une grenade au Koufi. Pourtant, au salaka politique té. Pourtant, au salaka politique té. Ngai nanjima politique. Mais politique wana ezali pona bino. Ezali pona bino. Po mboka na biso ezala mboka ya kimia, po tozala na prospérité. Po Congo ekoma mwa muke lokola Suisse oyo le professeur Pascal Lissouba arriva. Parce qu'on a tous les moyens pour cela. Mais si vous êtes dans la... Comment cela s'appelle toujours au purée, ça m'échappe même. Si
de la Boétie, l'expression de la Boétie, la servitude volontaire. Volontaire. Si vous êtes dans la servitude volontaire, si vous vous auto-censurez, parce que la première atteinte à la liberté, ce n'est pas le pouvoir qui le fait, ce n'est pas la dictature qui le fait. La première atteinte à la liberté, c'est vous-même lorsque vous décidez de ne pas dire ce que vous pensez intérieurement. Vous vous auto-censurez, c'est la première atteinte à la liberté. Et vous, donc, vous êtes dans l'auto-servitude. Les comportements que vous affichez, c'est des comportements des gens qui acceptent ce qui leur arrive. Et moi aujourd'hui, na bandaka depuis étudiant, étudiant oyo bazalaki na ngai na Maria Ngwabi bayebi ndenge nazalaki ko bunda pona bourse pona bango. Mais le jour où la sécurité d'État m'a interpellé et que j'ai été interrogé par Camille Oko, neveu soki oncle ya Sassou Nguesso Yemoko, Camille Oko ayebisi ngai ozali mwana na ngai, nazomona olingi batu, makambo oyo ozosala na Maria Ngwabi na université eza pona yo moko te, mais ozokanisa baninga na yo ba étudiant bauta bamboka bazofuta bandako te. Ozo kanisa bango, ozo bundela pona bango. Mais soki totiki yo awa, toti yo na cellule, tokangi yo ata étudiant moko akoyaka awa pona yo. Vous allez sourire. J'ai gardé cette parole de Camille Oko qui était pourtant du côté du mal, qui a trouvé la mort dans le génocide du Poul, dans les combats de 1998 dans le Poul. Mais j'ai gardé cette phrase de Camille Oko. Et ça veut dire que de temps en temps, je me demande si vous méritez qu'un homme comme moi sacrifie sa vie privée, sacrifie sa famille, sacrifie sa liberté de tous les jours, sacrifie ses nuits, son sommeil doux pour vous. Je me demande si vous le méritez. Je me demande, parce que Mokolo Oyo Ngana Brazzaville Bakanginga, Bokote le Mate. Mokolo Oyo Ngana Brazzaville Babominga, Bokoya na Matanga te. Bokoya te. C'est grave. Je suis déçu. Je suis déçu. Donc, ce qui va changer est l'élité. On va continuer à vivre dans la dictature. Vous allez continuer à enterrer, on va continuer à enterrer nos enfants, nos neveux, nos fils. Et des merveilles vont continuer à mourir comme ça, impunément. Alors, qui a dit Mingi? Qui a dit Mingi? Beno Lubuka, Beno Lubuka, Beno Lubuka, Bapanga Munu, Beno Lubuka, Beno Lubuka. Faites comme les femmes de Ngoyo. Mambu me salama, likambo salami oyo bolingite. Boloba, Bobima, Bobatu, oyo bazo commande mboka. Nabiso bayeba que bolingite. Po bomo ekote la bango. Sinon, c'est vous qui continuez à vivre dans la peur. Mais eux, ils sont tranquilles. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers frères, mes chères sœurs. La vie continue. Faisons de telle sorte que cette vie-là soit meilleure. Et elle ne peut être meilleure que par le combat. Parce que quelqu'un a dit que je ne veux pas citer, parce que je n'aime pas citer les auteurs occidentaux, mais quelqu'un a dit la vie, c'est un combat. Et ce combat-là, nous devons le poursuivre. Et vous, toi qui me regardes, qui m'écoute, tu dois te lever. Merci. Merci, monsieur Antoine Page Kiwulu.
vous répondiez là aux questions de Bernardin Dilou pour la chaîne Lumière du Congo. Nous vous remercions et que la lutte continue. Merci. Ingeta. Ingeta.